Bon, on passe à l'intérieur? Allez, tu passes par Ouais. là et moi je passe par là, d'accord? Ouais, ouais, parce qu'il y a deux portes. Ouais. Premier arrivé, le premier arrivé. Donc là, ça n'a pas changé depuis l'arrivée de la route du Rhum. Alors, ce qui est assez impressionnant quand tu as l'habitude des voiliers de croisière, c'est que si vous cherchez une table à cartes, un meuble, il n'y a que dalle ici. Il a fait la chasse au poids, il y avait une table à cartes dans le temps et tu l'as viré. Il y avait une table à cartes qui était assez haute, tout était vers le haut, du coup on a enlevé la table à cartes, on a gagné 35 kilos et on a tout rabaissé vers le bas. Ce qui fait que c'est assez pratique malgré tout parce qu'on est à la table à cartes à la romaine, tu vois, à moitié allongée comme ça. Quand ça bouge, on a même le pouf, qui est aussi mon lit. Et du coup on manipule l'ordinateur. Le pouf qui est un pouf classique de salon. Exactement, mais qui est super agréable parce que ça épouse les formes du corps et ça épouse tous les encombrements qu'il y a à bord du bateau. Donc la table à cartes avec l'ordinateur du bord, tu vois, on a mis le planning de la journée avec les vacations, etc., les classements, les messages confidentiels pour l'organisation si jamais on a un problème ou un message particulier à faire passer. Les petites caméras parce que c'est important de communiquer comme tu le sais. Ouais. Alors toi, t'es le roi de la communication sur la dernière route du Rhum. Tu étais celui qui a le plus posté sur Facebook, etc. avec ton équipe, mais c'était sympa ça pour le suivi. Bah écoute, moi je pars du principe que d'une part je suis content d'être en mer. Pour moi c'est un formidable challenge de faire de la course au large. Je réalise le privilège que j'ai de faire ça. Donc j'essaye d'extérioriser ma joie d'être en mer et c'est vrai que quand je communique, c'est pas travailler, hein, je le fais vraiment naturellement. Je filme parce que j'ai envie de montrer aux autres ce qu'on voit en mer. J'ai vu pendant la route du Rhum pas mal de dauphins, donc j'ai filmé les dauphins. J'ai plein d'écoles qui m'ont suivi, qui m'ont dit merci parce que c'est beau de voir des dauphins. Mais moi-même, quand je vois les dauphins, je suis comme un gamin. Je cours sur le pont et je joue avec et c'est assez merveilleux. Donc voilà, donc nos petites caméras, les pilotes automatiques, le deuxième ordinateur destiné à la vidéo. Donc, t'as un ordinateur qui est dédié à la communication en fait là. Ouais. Ouais. Un petit Calimero parce que c'est mon surnom, Ouais, Calimero. Cali. Coucou. Une petite marmotte que mon petit garçon m'a offert avant la route du Rhum que j'ai gardée. Une école de Sable d'Olonne qui m'a donné une petite peluche que j'ai gardée depuis. Le pavillon du Costa Rica, c'est toujours important. Et Quand, puis, quand on a l'espoir d'arriver jusque là-bas, il faut le pavillon. exactement, bah, par politesse quand tu arrives, c'est toujours bien. La formidable cuisine, avec aujourd'hui en exclusivité quelque chose d'assez nouveau qu'on n'avait pas avant, Un allume-gaz. un allume-gaz. J'avais pas ça pour la route du Rhum, autant te dire que c'est très important. Et puis voilà, des petites fourchettes, cuillère qui fait tout. Elles sont assez légères. Et parce qu'on fait la chasse au poids surtout. On fait chasse au poids et puis aussi des fourchettes en inox, en ferraille. Ouais. Si jamais tu as des grosses vagues, tu peux te faire mal. Là au moins, on risque pas grand chose. Et puis on n'a pas de steak frites, donc c'est que des petits Sur des problèmes. petites balises de sécurité. Balise de sécurité. Il y a une deuxième là. Un couteau pour couper le saucisson qu'on n'a pas. Ouais. Non, mais pour couper une écoute si jamais il y a un gros problème. Voilà. Et puis notre étagère où là-dedans on met d'un bord à l'autre. Où tu vois tout est marqué. Jour 7 à 10, jour 1 à 6, jour 11 à 15. Et là, c'est quoi? C'est la bouffe? C'est la bouffe et Ouais. le matériel. Donc on a appris, tu vois, c'est marqué ça va jusqu'à 18 jours. Parce que je pense qu'on mettra moins, mais par contre c'est bien un moment ou un autre de pouvoir se dire, bah, tiens, on se lâche sur la nourriture, on mange bien. Et Ouais, a priori, c'est combien de jours là sur ce parcours? ça peut durer. Il y a 2 ans, le vainqueur a mis 15 jours. Donc voilà, c'est bien en fonction de météo, parce qu'on a une météo stable jusqu'à 5-6 jours, on sait ce qui se passera. Après, on ne sait pas trop. Donc de ne pas avoir d'inquiétude de ce côté-là en se disant, bah, je mange, et puis on verra après. Ça, c'est bien. Des petits mousquetons pour pouvoir accrocher tout ça, le matériel d'un bord à l'autre. Et tu le déplaces quand tu viens de bord, ça? Et oui, alors ça, c'est fixé sur un palan Ouais. bleu, et on le déplace d'un bord à l'autre. D'accord. Ce qui permet de faire du poids en plus. C'est ça qu'il Et, faut pas. et, et, et quand tu fais ça, tu vas aussi déplacer les voiles qui sont là-bas. Voilà, donc la soute à voile,
on a un Donc toboggan, on va pas ouais, on va pas y rentrer parce que j'y suis rentré une fois et c'est l'enfer pour sortir. parce que les voiles là ils sont un peu en vrac parce que c'est la vague du départ, mais on les met d'un côté à l'autre ou l'autre. Et après on les recule, on peut les reculer. C'est pour ça que ce Ah. toboggan est pratique parce qu'elle vient de glisser dessus. Mm. Et on les recule justement pour mettre le poids sur Mm. l'arrière. Chaque voile pèse à peu près 50 kg. Et c'est souvent la punition, elle est devant pour déplacer les voiles. Ouais. Parce que le bateau il est rarement comme ça à l'arrêt. Et c'est souvent la punition est devant, mais c'est l'avantage du double, on le fait à deux du coup. C'est plus convivial et surtout physiquement c'est plus facile. Et là, quand tu es en mer, là, devant table à cartes, pilote, etc., combien de temps tu passes devant ça à penser ta route, à travailler sur les logiciels de routage? On est rythmé avec les classements, avec les fichiers météo, et on passe pas loin de 4 heures par jour à table à cartes, hein. C'est un moment important et là le fait d'être en double c'est entre guillemets plus facile parce que on peut décider de la route à deux. Et au moment où l'un doute, l'autre il peut rassurer sur les options à prendre. Alors, en double, ça te rassure, mais est-ce qu'on fait pas parfois des choix qui sont des choix entre deux? Est-ce qu'il y a un moment, le skipper expérimenté, le patron du bateau, prend le risque et pas l'autre? Non, 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 là avec GG on se connaît assez bien l'un et l'autre. On se fait confiance l'un et l'autre sur des points assez précis qui fait que les options elles seront faites à 100% et parce qu'une option qui est faite à 80% c'est pas une bonne option donc il faut le faire à 100% et c'est par beaucoup de concertation, beaucoup de dialogue et une fois qu'on y va il faut y aller à fond quoi. Et là, compte tenu de ce que dit la météo là pour le moment sur les jours qui viennent, il y a des grands choix à faire dès le départ ou pas spécialement? Bon, si, il y a des choix à faire. Après, il faut aller buter contre ce dépression qui arrive et le front. Après, glisser dessous. Et après, c'est le timing qui est important. À quel moment on va glisser dessous et à quel moment on va rentrer dans la dépression vraiment. Donc, c'est ce timing qui est important. Il sera peut-être pas décisif pour le classement final. Par contre, il sera important pour le placement pour les dépressions d'après. Donc, ça, c'est important. C'est plus important le placement que finalement le classement à ce moment-là. Ouais, bien se positionner sur les prochaines dépressions qui vont être donner un coup de booster ou pas en fonction de là où tu es placé. C'est ça. Voilà, ouais. Parce que tu as beau être premier après la première dépression, si tu es mal placé pour la seconde, ben, ça risque d'être dramatique après. Donc c'est pour ça il faut y aller sereinement et surtout, ça qui est bien en double et surtout avec GG, c'est que lui il a une belle expérience de ce genre de traversée atlantique. Il a une belle expérience des choix audacieux au niveau stratégique, donc c'est parfait quoi. Bon, ben, merci Arnaud pour cette visite. Et puis, bon, on va tous croiser les doigts pour te supporter et que ça soit un joli score qui te donne confiance pour le plus important qui va venir dans quelques mois, le Vendée Globe. Ouais, c'est clair qu'un an du Vendée Globe c'est une course très importante, on est en double, mais que tous les bateaux qui font le Vendée Globe, on pense qu'à ça. Ça fait un bon challenge à un an du Vendée Globe et c'est sûr que ça donnera une idée un peu plus précise du Vendée Globe. Mais en tout cas, tout ce qu'on fait nous à bord du bateau, c'est en pensant au Vendée Globe. Tiens, on n'a pas parlé des concurrents. C'est quoi les bateaux qui font entre guillemets un peu peur là, le nouveau bateau cheminée Poujoula de Bernard Stamm là, Ceux qui font le plus peur, c'est Virbac et PRB et Safran, parce qu'ils sont tous les trois bien optimisés. Il y a des sacrés équipages à bord. Après Poujoula, je pense que c'est un bateau redoutable, mais peut-être qu'il est un peu jeune, entre guillemets. des experts entre guillemets m'ont dit qu'il était peut-être un peu trop extrême et critiquer un petit peu l'extrémité. Il faut toujours être méfiant parce que si à l'arrivée il gagne, on n'a pas l'air con. Donc non, mais surtout il manque de maturité. Un bateau, il faut beaucoup naviguer avec pour l'éprouver. Et lui, il manque vraiment de maturité. Donc bon, c'est pour ça que les favoris, c'est des Virbac, des PRB et des Safran. Nous, ce côté-là, on est un peu plus serein parce on est outsider et ça donne une bonne position pour pouvoir attaquer quand on veut.